Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est vendredi. On va essayer avec Philippe David de vous faire rire, de vous apprendre des choses, de vous permettre de vous énerver au téléphone, au volant, en disant mais pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça, ou d'être d'accord, hein, mon Philippe David, ça va? Si on est d'accord, c'est bien. Si on n'est pas d'accord, c'est bien aussi. Ça va très bien. Et vous? Oui, très bien, super. C'est vendredi. On a passé une très belle semaine ensemble avec nos invités du jour, dont on parlera. Pourquoi il me regarde comme ça, Philippe Bilger? Mais j'aime vous regarder. On en parlera bien sûr. On présentera nos invités bien sûr dans quelques instants. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30 après l'affaire Andy Karbat, ce député LFI qui a pris en flagrant délit d'achat de drogue. Le médecin de l'Assemblée nationale suivrait plusieurs députés pour toxicomanie selon nos confrères d'Europe 1. Alors parlons vrai. Êtes-vous surpris de la prise de drogue qui pourrait être plus fréquente qu'on pourrait le penser dans le milieu politique? Ou est-ce que finalement les politiques ne sont pas à l'image de la société française? Et à cette question, faut-il faire des tests de dépistage de drogue chez les parlementaires? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité sera Charles Pratt, magistrat honoraire et délégué national de l'UDR. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix, le ministre français des Affaires étrangères dit craindre une guerre civile au Liban. Dans la foulée du président Macron, Jean-Noël Barrot en appelle à un cessez-le-feu. Les frappes israéliennes se sont poursuivies cette nuit au sud de Beyrouth, tuant 3 journalistes selon les autorités libanaises. Alors parlons vrai, est-ce que le Liban est au bord du chaos? Est-ce qu'il doit ses malheurs aux ingérences étrangères, en particulier le Hezbollah soutenu par l'Iran? Et à cette question, craignez-vous une nouvelle guerre civile au Liban? Vous dites oui à 61%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et François Constantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur du livre Le Liban, Histoire et Destin d'une exception, publié chez Perspective Libre, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et un vendredi ne serait pas un bon vendredi si nous n'avions pas Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile, mon cher Philippe. Je craignais d'être en retard et heureusement, je n'aurais pour rien au monde voulu manquer le début de cette émission. Et un vendredi ne serait pas un bon vendredi sans René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Bonsoir René. Je suis ravi de vous revoir. René. C'est un bonheur intense. Oui, je sais. Et surtout, vous savez pourquoi je suis content d'être ici aujourd'hui? Non. Parce qu'il y a Virginie Calmels qui est avec nous, puisqu'un bon vendredi ne se ferait pas sans Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans l'industrie créative. Est-ce que vous êtes en forme, mes amis? Oui. Est-ce que vous avez révisé? Non. Voilà. C'est ça. C'est un défaut. Parce que le qui c'est qui l'a dit est de compétition aujourd'hui. On va être obligé de tricher. C'est habituel chez vous. Ça n'a pas changé beaucoup. Allez, 0826 300 300, ce numéro que vous adorez, avec notre auditeur du jour, que je ne trouve pas, Emmanuel de Suresnes, qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Céline, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Oui, alors écoutez, moi j'ai un coup de cœur. Ouais. Je voudrais vous dire que... Je m'en vais. Non, c'est pas ça. Non, j'ai une gratitude immense pour les professeurs d'histoire que j'ai eus dans ma jeunesse. Je me souviens de Monsieur Popo, je me souviens de l'abbé Hermet, des gens extraordinaires. Ces gens, les professeurs d'histoire, ce sont les soldats de la vérité. Ce sont eux qui, en fait, nous relient à notre passé. Ce sont eux qui nous apprennent à travers les grands hommes des leçons de courage et des leçons de lucidité. Sont les professeurs d'histoire qui aujourd'hui sont en péril, risquent leur vie parce qu'ils disent la vérité. Eh bien, les jeunes aujourd'hui pourraient ne rien savoir ou ne pas comprendre d'où ils viennent, qui ils sont et ce qui a fait notre pays. Donc, je veux aujourd'hui saluer et dire toute ma tendresse aux professeurs d'histoire, et je salue leur courage aujourd'hui. Et leur rendre hommage. Bravo. 2 observations, une dérisoire, il va être très dangereux au jeu. Il est très cultivé. Et puis, Deuxième lui, il triche pas, élément, au moins. c'est formidable d'avoir un auditeur enthousiaste au début de l'émission. Voilà, très bien. Virginie Calmels. Bah oui, je n'ai rien à ajouter. Il nous met de bonne humeur et on est content de finir la semaine avec un tel auditeur. Et, moi, je suis comme cet auditeur, j'adorais l'histoire. Oui. Et j'avais quand même eu 17 au bac. Mais on parlait pas de vous, là. Et vous,
Cécile, vous étiez fan d'histoire? Moi, j'adorais l'histoire, mais là où il a raison, c'est que quand vous avez un prof d'histoire qui sait vous apprendre l'histoire et vous émerveiller, ça vous, d'abord ça reste, puisqu'on s'en souvient, la façon dont on traite l'histoire, et puis c'est hyper important. Moi, je trouve que écouter quelqu'un qui vous raconte notre histoire de France et en général, c'est génial. J'adore. C'est beau, n'empêche, parce que Emmanuel se souvient encore du nom de ses profs d'histoire, et on a tous, je pense, des profs dans d'autres matières aussi qui nous ont marqués. J'ai pu comprendre, Monsieur Popo, c'est ça que vous avez dit, non? Oui, Monsieur Popo, effectivement. Et l'autre professeur d'histoire en troisième, et sinon, l'abbé Hermès, que j'ai vu chez les jésuites. Parce que moi, je connais l'abbé Hermès et je l'ai autour du doigt, mais je connaissais pas celui-ci. Moi aussi, je me souviens des noms. Madame Pinelli et Madame Fayet. Ah, bah ça c'est bien. Philippe, vous vous en souvenez? Moi aussi, j'en ai quelques-uns, mais moi, je suis un peu moins personnel que certains. Madame Bourgeois, français, latin, elle m'a tout appris en un an, en sixième. C'est génial. Moi, je me souviens tous mes profs d'histoire. Et j'ai appris la grammaire grâce à ça. Ça fait 40 ans que j'ai tout oublié. Il y a Maxime, notre réalisateur, qui a dit même après les cours, c'est encore défaillant. Allez, Maxime. Oui, je suis là. Mais il faut le dire dans le micro en fait. Parce que de toute façon, je répéterai ce que vous dites. Je sais bien. Mais vous savez que je préfère que ce soit dit par vous. Oui. Je veux pas me risquer à vexer Philippe Bilger. Déjà qu'hier, c'était pas trop bon pour le jeu. Ouais, c'était pas facile. Emmanuel, en tout cas, merci beaucoup pour cet hommage à tous les professeurs d'histoire de France et de Navarre, j'ai envie de dire. Et on vous garde jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Vous avez encore le temps d'apprendre, en tout cas, ce qui s'est passé. Qui l'a dit, je suis catastrophique, je vous le préviens. Ça, je vous crois pas une seconde. Je vous fais un cours de rattrapage pour la pub, vous inquiétez pas. Allez, dans un instant, vous bougez pas. Le procureur, il va parler, comme on dit. On parle de quoi, Philippe? L'accent belge, peut-être? Oui, on peut le sûr. Que pour dire le procureur? Il va dire du bien de Fabien Roussel. Très bien, allez, ce sera dans un instant. À tout de suite. Bon vendredi, on est ravis d'être avec vous jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a dans ce studio de la beauté, il y a de l'artiste, il y a du cultivé, aussi. Il y a du sympa, il y a, enfin voilà, il y a. Et il y a Philippe David. 3 petits points et il y a Philippe David. Non, il y a Philippe Bilger aussi, bien entendu, avec Ronnie Chiche et Virginie Calmels. Ça va les amis, vous êtes en forme? En grande forme. Oui. Vous allez faire quoi ce week-end? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas bouger ce week-end. Je vais un peu me soigner. D'accord. Et puis je vais continuer à lire, à faire le beau. J'ai un dîner avec 12 personnes à la maison de samedi, une grande partie de tarot dimanche, enfin la vie, quoi. Voilà, c'est là. Et vous, René? Moi, cela ne vous regarde pas. Voilà, ok, pas de problème. Nous sommes écoutés par des millions d'auditeurs. Les gens n'ont pas à savoir ce que fait René Chiche. René Chiche a une vie privée. Voilà. René Chiche est hétérosexuel. D'accord. René Chiche assume. Voilà, très bien. Écoutez, très bien. Et Philippe David, vous allez déménager encore? Je vais encore porter des trucs. Vous avez décidément. J'ai mal partout. Vraiment adorable, il déménage tout le temps. Tout le temps, ouais. Mais je sais pas, il passe de ville en ville. Mais ce qui est bien, c'est qu'il découvre qu'il a des muscles. C'est ça qui est normal. Bien. Allez. Elle lui a offert une petite chemise discrète. Oh non, on y recommence. Je me suis pris 50 messages. Allez, on y retourne. Allez, les 3 mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler de ces 3 départements en vigilance orange aux intempéries dans le sud-est, avec le Premier ministre Michel Barnier qui, hasard du calendrier, présentait aujourd'hui son plan d'adaptation au réchauffement climatique. On va parler aussi de la Guadeloupe qui se retrouve totalement privée d'électricité ce soir, et puis de Donald Trump qui dément les informations de son ancien directeur de cabinet quant à des propos qu'il aurait tenus, des propos ambigus, des propos même plus qu'ambigus, des propos totalement scandaleux à propos d'Adolf Hitler. Lui dément en 3 mots donc: intempéries, coupures et torchons. Merci, on en parle dans un instant. En attendant, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un procureur qui va requérir à décharge, donc en faveur de Fabien Roussel. Oui, ça va être très rapide puisque Fabien Roussel a dit que s'il se représenterait,
s'il se représentait, pardon, mon Dieu, je suis un peu troublé, ému par les esthétiques autour de moi, il ne serait pas dans une alliance avec LFI. Je trouve qu'il avait déjà indiqué qu'il serait prêt à faire rupture avec LFI, et il a tout à fait raison de le confirmer. Il y a dans le communisme, à la Fabien Roussel, et même à l'époque, il y avait quelque chose qui est profondément contraire au snobisme de la gauche socialiste. Et donc, ils sont capables de prendre des positions qui les éloignent de ce gauchisme genre LFI. C'est très bien, Fabien Roussel. Virginie Calmels. Je partage l'avis de Philippe Bilger. On aimerait qu'il y ait davantage de courageux pour reconnaître que c'était une erreur fondamentale que de pactiser avec des gens qui ne sont pas fréquentables, et a fortiori depuis le 7 octobre. Et je trouve que Fabien Roussel montre sur pas mal de sujets, souvent, il fait entendre une musique différente, intéressante. Je ne suis pas communiste, comme vous le savez, mais j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, et notamment là, le coup de chapeau est mérité. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises sur le nucléaire. Il a des positions intéressantes. Sur le barbecue et Madame Rousseau. En fait, il se démarque sur l'antisémitisme aussi. Enfin, il se démarque sur des sujets qui sont profonds et fondamentaux pour l'avenir de la gauche. Et donc, bravo Fabien Roussel. René Chiche. Moi, je suis pas tellement d'accord, parce que je trouve que quand même... non, mais sérieusement, il navigue à vue, Fabien Roussel. Il était bien content d'être investi par le NFP lors des élections législatives. Il a été battu. Maintenant, il joue un peu sa carte un peu personnelle, qui est quand même un mélange, je trouve, de populisme. Moi, depuis le départ, je trouve un peu populiste. René l'avait fait avant, quand même. Il avait déjà avant... il y a eu des prémices, quand même. Oui, mais enfin, il a quand même été investi. Il a été au NFP. Il voit que ça prend un peu l'eau. Donc maintenant, il essaye de jouer sa carte personnelle. Je trouve qu'il manque un peu de conviction. Je trouve que c'est un peu... De constance. Ouais, je trouve que c'est un peu moins communiste, un peu gadget, quoi, un peu médiatique. Moi, c'est mon opinion. Persévérare, diabolicum. Oui, mais là, au moins, il ne persévère pas. Il y a quand même des gens qui persévèrent à soutenir des positions indéfendables. Vous avez une excellente prof de latin. Oui, je confirme. Oui, mais là, je trouve que c'est quand même un peu un retournement de veste et d'opinion qui arrive comme ça dans un moment un peu compliqué pour la gauche, alors que je ne les soutiens pas du tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans son attitude. Oui, monsieur. Mais il n'y a pas retournement, précisément, comme l'a très bien dit Virginie. Non, c'est pas parce que vous approuvez absolument Virginie Calmels qu'il faut absolument vous désapprouver et vouloir un peu me déstabiliser. Et moi, ça n'arrive pas avec moi, monsieur. Vous n'arrivez pas à me déstabiliser. René Chiche, je vous demande de vous arrêter. René Chiche, il y a marqué Parlons vrai. Vous avez raison de donner votre avis. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont intempéries, coupures et torchons. Marseille aura le climat de Séville et Lille le climat de Bilbao. Michel Barnier présente son plan d'adaptation au dérèglement climatique pendant que le sud-est de la France se prépare à de nouvelles intempéries. La Guadeloupe, totalement privée d'électricité depuis quelques heures pour une cause encore inconnue. Une centrale est totalement à l'arrêt. Et puis Donald Trump dément ses propos sur Hitler, rapportés par son ancien chef de cabinet dans un magazine. Il évoque des mensonges relayés par un torchon qui ne se vend pas. Les vraies voix Sud Radio. Quand Michel Barnier augmente le fonds Barnier, le Premier ministre présentait son plan d'adaptation au dérèglement climatique à Évreux dans le Rhône, une commune touchée par les dernières inondations. Le Premier ministre annonce passer ce fonds Barnier de prévention des risques naturels de 75 à 300 millions d'euros dès l'année prochaine et de plaider l'urgence climatique. Ce réchauffement, il va concerner toutes les régions de France. Et selon les études dont nous disposons, rappelant le souvenir de ces chercheurs qui m'ont interpellé il y a quelques années, Marseille aura le climat de Séville et Lille aura le climat de Bilbao, sans parler de nos outre-mer qui devraient être particulièrement touchés. Ce changement, il aura des conséquences très concrètes pour notre santé, pour notre agriculture, pour la pêche, pour nos logements, pour nos infrastructures, pour notre économie, pour notre patrimoine. 1,5 degré ou 2 degrés de plus, ça change tout. Le Premier ministre dans le Rhône cet après-midi. Pendant ce temps, le Var, le Gard et les Alpes-Maritimes en vigilance orange se préparent à de nouvelles intempéries. Dans l'info en plus, vers 18h35 sur Sud Radio, nous serons à Vidauban dans le Var. Regarde le truc de fou. Une rivière. Il y a du courant et tout, quoi.
Villeauban où 2 mois de pluie sont tombés en 3 heures la nuit dernière, 119 mm en 1 heure, un record avec un ruisseau qui a débordé, un lotissement totalement inondé comme on l'entend sur cette vidéo signée Didier d'Ambreville. Nous irons aux nouvelles tout à l'heure auprès du directeur de cabinet du maire qui a passé sa journée évidemment sur le point auprès des sinistrés. Une réaction peut-être, non. Allez, deuxième mot, coupure. Un incident électrique généralisé prive toute la Guadeloupe d'électricité. On ne sait pas combien de temps le redémarrage va prendre, précise EDF Archipel Guadeloupe, la filiale gestionnaire du réseau EDF sur place. En tout cas, pour une raison inconnue, 12 moteurs de la centrale Jarry se sont arrêtés. C'est la centrale qui fournit en fait la quasi-totalité de l'électricité sur le territoire. Près de 380 000 habitants guadeloupéens se retrouvent donc privés de courant depuis plusieurs heures, une panne qui, en tout cas, intervient dans un contexte de conflit social, conflit entre la branche énergie de la CGT et la direction locale d'EDF. Le bras de fer dure depuis le 15 septembre. Il concerne la titularisation d'intérimaires, le rattrapage de 5 ans d'arriérés de salaire et puis le mode de calcul aussi des congés payés. De là faire un lien de causalité, il est loin d'être établi. En tout cas, cette coupure inexpliquée à l'heure qu'il intervient dans ce contexte. Dans les vraies voix sur Sud Radio, justement, nous serons en ligne pour en parler avec le député de la Guadeloupe, Olivier Servat. Ce sera pour faire le point juste après le journal de 18h dans les vraies voix. Troisième mot, torchon, la réponse de Donald Trump aux propos rapportés par son ancien chef de cabinet dans un magazine. Oui, son ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche affirme que Donald Trump aurait, à l'époque où il était président, dit souhaiter, je cite, des généraux comme ceux de Hitler. Propos rapportés par le New York Times, mais aussi dans une interview au magazine The Atlantic. Le candidat républicain interrogé à ce sujet avant-hier nie catégoriquement avoir tenu de tels propos. Non, j'ai jamais dit ça. Je dirais jamais ça. C'est un torchon. Il a inventé des histoires et c'est pas la première fois. C'est un magazine qui marche pas. Juste avant l'élection en plus. C'est juste un magazine qui marche pas. Donald Trump avec la traduction de Majid Deimat. Pendant ce temps, côté démocrate, côté ambiance. La campagne de Kamala Harris tente de reprendre la main dans cette dernière ligne droite avec hier soir Bruce Springsteen sur scène aux côtés, encore lui, de Barack Obama. Allez-y, Philippe. Sur le nazisme, la phrase exacte avait été, paraît-il, de dire « Les généraux nazis ont été fidèles jusqu'au bout à Adolf Hitler ». C'est une évidence. À part le complot que tout le monde connaît, ils ont été fidèles jusqu'au bout. Oui. Oui, peut-être une réaction. Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Philippe là, sur la phrase. Absolument, ça c'est vrai. Plus bon, ce genre de phrase, quelques jours avant l'élection, rapportée par quelqu'un dans un journal. C'est comme il y a maintenant une mannequin qui dit qu'il y a 30 ans, ça fait il aurait eu un comportement déplacé. Comment avec vérifier elle. tout ça, ça fait quand même... Je pense que tout ça favorise en fait Donald Trump. C'est-à-dire qu'à force de vouloir sans arrêt taper sur tout et n'importe quoi et sur voilà, je pense que c'est pas très habile en tout cas pour cette détracteur. Et juste une petite phrase, Bruce Springsteen n'a pas porté chance à Hillary Clinton en 2016. Attention. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve après 18h et dans un instant le grand débat du jour après le cas Andy Carbrat, député LFI qui a pris pour achat de drogue. Plusieurs députés seraient suivis pour toxicomanie. Ceux qui font la loi sont-ils au-dessus des lois? C'est la grande question du jour. Alors parlons vrai, est-ce que vous êtes surpris par la prise de drogue chez nos politiques? Ou est-ce que finalement les politiques sont pas à l'image de la société française? Et à cette question, faut-il faire des tests de dépistage de drogue chez les parlementaires? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Charles Pratt est avec nous, magistrat honoraire et délégué national de l'UDR. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut, en matière de drogue ou en matière de boisson, par exemple, sanctuariser le Palais Bourbon? Écoutez, il n'y a pas de raison de sanctuariser le Palais Bourbon si des infractions sont commises au sein du Palais Bourbon ou par des membres du Palais Bourbon, donc je dirais non. Allez, on en parle dans un instant, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus, bien entendu, jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec ce tour de table. Virginie Calmels, comment ça va Virginie Calmels? Ça va très bien, je vous remercie. Et comment vont nos petits étudiants de cette belle école? Ils vont très bien aujourd'hui, ils avaient un cours de cybersécurité par la gendarmerie nationale. C'était formidable, le colonel Petri est venu leur expliquer tous les métiers de la gendarmerie et notamment pour tous ceux qui sont en jeux vidéo, chez moi il y en a beaucoup. C'est très important qu'ils comprennent et qu'ils aient une acculturation à la cybersécurité parce que souvent ça s'introduit via des gamers, via des gens qui dans l'entreprise ne sont pas vigilants et ça peut stopper l'activité d'une entreprise. Ah oui. Et puis surtout, je rappelle que les jeux sont souvent intégrés, il y a une ingérence du terrorisme aussi, je rappelle aussi. Absolument. René Chiche. Écoutez, moi tout va bien. Je suis en forme. De quoi? Je suis plutôt bien dans ma vie, bien dans ma peau. En forme de quoi vous êtes? Non, oui, ça va. Enfin, c'est pas une psychanalyse non plus. Vous n'êtes pas sur le divan là. On n'en demandait pas tant. Philippe Bilger. Moi ça va. Bon, voilà. Philippe, il est sobre. Allez les amis, Philippe, David, je vous ai pas demandé, mais vous êtes tout le temps heureux, donc. Vous ça va aussi. Bon oui, mais ça va. Allez, tout de suite le grand débat du jour. On a fait le tour, c'est bon? Tout le monde est content? Allez, on y va. Maxime aussi va bien. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce député LFI, Andy Kerbrat, qui a donc été trouvé en flagrant délit d'achat et de possession de drogue. C'était dans les métros, dans les couloirs du métro parisien. On est dans une forme de répression permanente de la drogue. L'alcool est en vente libre, les médicaments addictifs sont prescrits, la cigarette est légale, la drogue, elle, est proscrite. Dès qu'on stigmatise les consommateurs, dès qu'on criminalise les consommateurs, ils s'éloignent des soins. Il faut rétablir les choses. La prise de drogue n'est pas une maladie. C'est l'addiction qui en est une. Or, toute addiction, par la force des choses, débute par une première prise. Et contrairement à d'autres produits, la drogue est interdite. C'est tout l'échec de la politique de la drogue en France. Et donc dans l'affaire Andy Kerbrat, ce député LFI qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue, le médecin de l'Assemblée nationale suivrait plusieurs députés pour toxicomanie, selon nos confrères d'Europe 1. Alors parlons vrai, est-ce que ce ne serait pas une intrusion dans la vie privée? Ou est-ce qu'on doit le faire comme par exemple pour les conducteurs de véhicules? Et à cette question, faut-il faire des tests de dépistage de drogue chez les parlementaires? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels, il n'y aura aucun test au 0826 300 300. Et Charles Pratt est avec nous, magistrat honoraire et délégué national de l'UDR, qui vient de proposer justement de confier à la haute autorité de la transparence de la vie publique une mission d'examen médical régulier des élus et ministres pour vérifier s'ils consomment des stupéfiants. Charles Pratt, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger. Malgré les pratiques très anciennes de certains sur ce plateau, je continue à dire que l'usage de drogue est une catastrophe et un désastre, et notamment de la part des députés. Je veux dire par là que qu'on discute encore de la possibilité de maintenir au Parlement un député comme celui qui vient d'être interpellé en flagrant délit me dépasse. Deuxième élément, je ne suis pas persuadé que l'examen que vous évoquez dans votre interrogation soit la méthode, mais il faudrait au contraire imposer une exclusion immédiate des députés qui transgressent les règles que par ailleurs, éventuellement, ils font voter par des interdictions. Et troisième élément, il me semble que l'opinion publique n'est pas assez indignée par ces comportements. J'entends même des gens très brillants comme Elisabeth Lévy dire « mais c'est comme ça, bon, on peut rien faire ». Mais c'est faux. Il faut se battre contre ça. Virginie Calmels. Je suis 100% alignée avec Philippe Bilger. Je trouve que c'est ahurissant que cette personne n'ait même pas d'elle-même immédiatement démissionné de l'Assemblée nationale. Enfin, le code de l'honneur, alors là, ça n'existe plus chez nous. Mais au-delà de ça, je veux dire, il est député, il vote des lois. Comment ces personnes peuvent voter des lois et transgresser des lois? Donc il y a un moment donné, il commet un délit qui, de mon point de vue, n'est pas assez sanctionné en France. Les consommateurs sont très faiblement sanctionnés. Mais on a un sujet majeur. On voit, et je rejoins totalement ce qu'a dit Bruno Retailleau, quand vous voyez le narcotrafic actuel qui est en train de gangréner la France entière, comment est-ce qu'on peut encore être député de la République, se regarder dans la glace alors qu'on est consommateur d'un dealer
mineurs sur la voie publique. Enfin, on est vraiment là. Moi, je rejoins ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire que là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que les Français sont indignés, mais on devient presque décontenancé parce qu'on se dit mais plus c'est gros, plus ça passe. Ça fait des vagues pas tant que ça. On a quand même Sandrine Rousseau qui nous explique que le pauvre, et puis il va essayer. Ça n'a pas été la seule. Hein. Il y a d'autres sénateurs, sénatrices, écologistes qui ont mais soutenu. là, on est vraiment. Pour moi, on est dans quelque chose de gravissime. Et Jean-Luc Mélenchon a dit il ne cause de dommages qu'à lui-même. Mais c'est faux. C'est absolument faux. En étant consommateur, il cause des dommages à la totalité des Français. À la société. Aujourd'hui, certains prennent des balles perdues à cause des narcotrafiquants. Enfin, on voit que on est monté dans un cran en termes de violence, en termes vraiment de banditisme lié à la drogue. Bon. Donc je suis désolée, le consommateur, pour moi, est responsable. Alors, ma chère Virginie, mon cher Philippe, moi j'ai une réflexion un petit peu différente. Bien sûr que je désapprouve ce député. Mais un député, alors ça peut être un peu choqué, hein, c'est un être humain, et un être humain peut avoir des failles. Laissez-moi terminer. Peut avoir des addictions. J'ai rien dit, on n'a rien dit. Très bien. Mais je sentais des regards. Vous sentez des regards. Un être humain peut avoir des failles, peut avoir des addictions, et là-dedans, il y a aussi ce qu'on appelle toujours la notion d'exemplarité. Or, un député, pour moi, ne doit pas être l'exemplarité même. Non, parce que un député, c'est l'incarnation du peuple, c'est la représentation du peuple. Et les Français ne sont pas tous exemplaires. Il y a des Français qui malheureusement ont des addictions. Laissez-moi terminer. Mais vous ne dites rien. Mais si, parce que je vois vos regards qui se lèvent vers le ciel. Je désapprouve ce député. On va se retourner. Vous êtes comme ça. Non. Je désapprouve ce député. Alors en plus, je vais reprendre aussi moi votre question, cher Philippe et chère Cécile. Faut-il dépister? C'est ça les députés. Non, mais alors à ces conditions, il faut aussi dépister les députés qui sortent de la buvette de l'Assemblée nationale. Mais c'est pareil, c'est ce que j'ai dit en introduction. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Alcool et drogue. Bon, d'accord, ok. Non, mais moi en plus, on peut pas obliger un dépistage comme ça, obligatoire et légal, qui tout d'un coup tous les députés vont être dépistés. Mais alors, je vous arrête. Il y a quelques semaines, au mois d'avril, enfin quelques mois maintenant, le gouvernement envisageait de faire des tests de stupéfiants aux débottés dans les rues. Oui, les enfants. Nous avons un invité qui est avec nous, Charles Pratt, magistrat honoraire et délégué national de l'UDA. Vous ferez en deux parties. Vous ferez en deux parties. C'est passionnant, de toute façon, quand vous parlez. Charles Pratt, vous avez vu plutôt rigide d'un côté, avec René Chiche plutôt moins. C'est quoi finalement la bonne moyenne? Est-ce qu'il faut s'autoréguler quand on est parlementaire? Non, écoutez, il y a un moment donné, il faut arrêter le sketch. Être un toxicomane, c'est présenter des vulnérabilités potentiellement à la manipulation. Ça va très loin. C'est-à-dire que si vous avez un ministre, un président de la République ou un député, un parlementaire qui est toxicomane, il se met potentiellement dans les mains d'un service étranger, pour dire les choses très clairement. Et donc, tout comme vous avez une transparence qui a été imposée sur les biens des parlementaires, des ministres, des décideurs publics. Ça va même plus loin parce qu'il y a même des hauts fonctionnaires qui sont soumis à ça. C'est pas publié, mais ils doivent faire des déclarations. Eh bien, je trouve tout à fait normal que vous ayez un test à l'entrée en fonction de dépistage de l'usage de stupéfiants et de manière assez régulière, de manière inopinée, des contrôles. C'est tout à fait normal. Il y a des tas de professions dans lesquelles ces tests existent. Je pense que vous êtes très content quand vous prenez un avion de savoir que le pilote de votre avion... Si, c'est la même chose. Non, je suis au courant, je sais qu'il y a des professions. Un ministre, il détermine quand même la politique. Non, mais d'accord, mais c'est pas un pilote d'avion, c'est pas un pilote de train, enfin un conducteur de train. Je sais très bien, monsieur Charles Prats, qu'il y a des professions où le dépistage est obligatoire parce qu'il y a des questions de sécurité. Mais là, encore une fois, et ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'approuve pas ce député, mais il se peut qu'un député ait une addiction, une faille, une carence. Pourquoi le citoyen ne peut pas le savoir? Comment? Pourquoi le citoyen ne le saurait pas? Mais parce que, on sait quels sont les biens du député. On va savoir qu'il a telle voiture, telle maison, tel vélo, machin, etc. Et par contre, il faudrait pas qu'on sache que le cas échéant, il se met de la neige dans le pif toute la journée. Non, mais d'abord, excusez-moi, malheureusement, ça fait partie de la vie privée. Ah non, c'est illégal. C'est un délire. Excusez-moi. C'est un délire. Non, mais ça fait partie de sa vie privée. Non, mais il s'est fait arrêter. Laissez-le parler, on n'entend rien. Allez-y, René. Ça fait partie de sa vie privée aussi. Pourtant, voilà.
Quelqu'un qui se fait attraper en usage de stupéfiants, comme un délit, il passe au tribunal. Il s'est fait arrêter. Voilà, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter. Voilà, il s'est fait arrêter. Donc la justice va parler, c'est tout. Mais non, mais je ne suis pas en train de prôner la consommation de drogue ou que les députés. Mais dans ce cas précis, c'est un être humain. Dieu sait que j'aime pas LFI, je l'ai dit 50 fois ici. C'est un être humain qui peut avoir une addiction, une faille. Philippe Bilger veut réagir. Je voudrais poser une question à Charles Prats, parce que par absurdité, notre ami René Chiche a dit une bêtise totale lorsqu'il vient dire l'usage de drogue est permis chez le député parce que le peuple français est divers. Il a dit c'est la vie privée. Et là, c'est faux. Vous avez dit c'est la vie privée. C'est faux. Mais oui, c'est la vie privée des personnes. Non, René Chiche a commencé par dire le député est un homme. Voilà une nouvelle bouleversante. Et d'autre part, il ressemble au peuple français. J'ai pas dit qu'il ressemble. J'ai dit qu'un député, c'est l'incarnation, la représentation du peuple. Et les Français, dans les Français, il y a aussi des gens qui malheureusement consomment du hashish, je ne sais quoi. Et donc un député peut malheureusement attendez. Et il faut que le député ressemble. S'il vous plaît. Est-ce que moi j'ai envie de vous poser une question à tous. Est-ce qu'un représentant comme un député, comme un sénateur, un parlementaire en général doit être un exemple pour la société? Voilà, c'est juste ça en fait. Très bonne question, Cécile. Je vais être très rapide. Non, j'en ai marre de cette société où tout le monde doit être un exemple. Le footballeur doit être un exemple. L'animateur de télévision doit être un exemple. Le député. Non, arrêtons avec cette société de moralisation avec l'exemplarité comme slogan principal. René, on souffre pas de trop d'exemplarité, on souffre aujourd'hui d'une décadence totale. Absolument. Les valeurs sont complètement bafouées, il y a une décadence dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Alors pardon, mon point de vue, c'est que oui, quand on est un élu de la République, qu'on vote des lois, la moindre des choses, c'est de respecter déjà la loi. C'est la moindre des choses. Et par ailleurs, je souligne qu'il y a quand même un truc qui agace profondément les gens. C'est la tartufferie des politiques, parce que ce même député avait dit qu'il voulait soutenir le démantèlement des réseaux alors qu'il est consommateur, c'est-à-dire qu'au contraire, il alimente les réseaux. Donc cette tartufferie est insupportable et pardon, mais moi je le redis, je pense qu'il y a des gens qui devraient démissionner, ça s'appelle un code de l'honneur. Et je rappelle qu'il y a un autre député qui s'appelle Monsieur Boyard, qui était dealer. Mais comment à la télé ce gars peut se prévaloir d'avoir dealé face à des enfants à qui on explique le bien et le mal? On marche sur la tête. Vous attendez des élus qu'ils soient exemplaires ou vous pensez que non, ce n'est pas leur rôle? Venez nous le dire au 0826 300 300. Charles Pratt, s'il vous plaît, allez-y. Oui. Écoutez, ce que vient de dire Virginie Calmette, parce que je crois que c'est Virginie Calmette que je viens d'entendre, est fondamental. L'usage de stupéfiants, c'est une infraction pénale. Vous savez, je suis pas magistrat honoraire, je suis magistrat en dispo, mais c'est pareil. Si vous voulez, j'en ai vu des trafics de stupes, et il faut bien comprendre que vous n'avez pas de trafic de stupéfiants si vous n'avez pas de consommateurs à la fin. Et donc là, ce député, comme les députés, les ministres, les membres de cabinet ministériel, etc., qui consomment des stupes, ce sont des gens qui alimentent les trafics. Et là, il y a quelque chose qui est d'ailleurs très choquant, c'est que ce député-là, tout le monde lui dit « Ah, le pauvre petit, il est dans un programme de soins, etc. » Mais personne ne pose la question de son dealer qui a 14 ans. Il n'est pas bien vieux, le dealer, qui est en détention provisoire, lui. Et ça gêne pas le député d'avoir fait envoyer au trou son dealer de 14 piges, alors que lui, il est tranquille et tout le monde le plaint. Je ferme la parenthèse. Mais là-dessus, si vous voulez, c'est plus qu'une question d'exemplarité. Pourquoi je prône ce dépistage systématique des décideurs publics sous l'égide de la haute autorité? Parce que je considère, et je pense que je ne suis pas le seul, que tout comme on a cherché à avoir une transparence sur les biens financiers, sur le patrimoine des décideurs publics pour vérifier qu'ils ne soient pas corrompus et qu'ils ne commettent pas des infractions pénales financières, tout comme il ne serait pas illogique de vérifier que nos décideurs publics ne commettent des infractions en matière de stupéfiants. On n'est pas dans la vie privée, on n'est pas dans du médical, on est dans la détection de la commission de délit. J'ai une question à poser à René Chiche. René Chiche, normalement, tout ce qui est interdit est interdit. Donc interdit de prendre de la drogue, comme il est interdit de gifler sa femme. D'accord? Et on est bien dans la vie privée. Donc pourquoi à ce moment-là, Quatennens a été
sorti de l'Assemblée nationale et pourquoi lui n'est pas sorti. C'est bien deux choses qui sont totalement interdites en fait. Bon, d'abord, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Hein. Pour l'instant, on est au début de l'affaire. Attendez. De l'affaire Kerbrat là. Non mais il y a un flagrant délit, donc au moins il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est commis. C'est ma question pour vous, par exemple. Non, mais si on part du principe que les deux choses sont interdites. Non, mais pour moi, c'est pas ça le débat. Hein. C'est pas ça le débat. Hein. Ah bah si. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi cette personne est encore à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut dépister les députés? Est-ce que c'est ça le débat? C'est pas Kerbrat, il doit être ça. C'est pas le débat. Je suis désolé, ma chère Cécile. Par contre, je veux poser une question à Monsieur le Charles Prats. Ouais, vite parce que très court. Est-ce qu'il faut dépister les professeurs? Est-ce qu'il faut dépister les avocats? Est-ce qu'il faut dépister les inspecteurs des impôts? Ça n'a pas les mêmes conséquences. Non, mais attendez, excusez-moi. Les professeurs, c'est pas des conséquences? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut dépister les infirmières? Excusez-moi. Il faut dépister tout le monde. Mais est-ce qu'il faut dépister les employés de Sud Radio? Mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y en a pas. Attendez. Je pense qu'effectivement, au niveau de la médecine du travail et des visites médicales régulières qui sont censées être prévues au niveau de la médecine du travail, un dépistage de stupes ne serait pas inutile. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous sur les... Allez, 0826 300 300, Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Oui, alors moi j'ai une suggestion, plutôt qu'un test de dépistage de la drogue, qui serait pas peut-être superflu, il faudrait commencer par faire un test de QI. Mais là ça va écréler, hein. Il a raison. Ah ouais, non mais attendez, je sais pas, on leur fait passer l'épreuve du certificat d'études c'est pas sympa avec de l'Augus, hein. Là il y aura une expulsion des soirs. Avec un petit peu plus la tête sur les épaules, parce que ce qui caractérise ce Andy Kerbrat et consorts, ce sont des abrutis, quoi. Pardon, ça, c'est votre point de vue. S'il vous plaît, pas d'insultes. Il y a une corrélation entre consommation de stupéfiants et baisse du QI. Il y a une corrélation. On peut Tous le les dire, médecins le disent. d'autant plus que la drogue qu'il a utilisée n'était pas pour pallier des déséquilibres intimes, mais pour multiplier ses facultés sexuelles. On m'a dit que Philippe en avait pris. Attendez, ne faites pas des propos qu'on ne sait pas en fait. La seule chose, c'est que René Chiche, peut-être que si vous savez que vous êtes addict à de la drogue, il faut peut-être s'écarter en disant je vais me soigner, je vais revenir. Et vous attendez pas de vous faire choper par la police. Mais peut-être. Le mot de la fin avec Charles Prats. Écoutez, moi je pense que c'est une proposition qui se tient. À mon avis, on aurait d'ailleurs des belles surprises, parce que tout le monde focalise sur les députés, les sénateurs. D'ailleurs, ce député, il est quand même pas très malin, hein. Je rejoins la dernière remarque de votre auditeur. C'est qu'on sait très bien, quand on connaît le monde politique, que les parlementaires qui sont toxicomanes, ils envoient leur assistant parlementaire acheter de la drogue, ils ne vont pas eux-mêmes, hein. Donc ça prouve déjà que c'est quand même pas un gros malin, celui-là. Et effectivement, on sait qu'il y a un problème de consommation de stupéfiants, notamment de cocaïne ou de drogue de synthèse dans le milieu politique, des assistants, des parlementaires, dans les cabinets ministériels, etc. C'est un vrai sujet. C'est pas du tout un sujet anecdotique, et contrairement à ce qu'on entend depuis quelques jours, c'est un sujet qui a des conséquences importantes. Ça a des conséquences importantes, et il ne serait pas totalement farfelu d'imposer effectivement des tests de dépistage, parce qu'encore une fois, d'abord, c'est de la commission d'infraction pénale, donc on va pas faire de l'intrusion dans le médical des gens, on fait de la recherche de la commission d'infraction pénale par des personnes qui sont en charge soit de la conduite des affaires de l'État, soit d'être le législateur, et c'est pas totalement farfelu à mon avis, et d'autant plus que derrière, ça permettrait aux gens de savoir un petit peu à qui ils ont affaire, tout comme on le sait maintenant d'un point de vue financier, on le saurait d'un point de vue du comportement personnel au regard de la loi pénale de la part des élus et des dirigeants politiques. Merci beaucoup Charles Prats, en tout cas d'avoir accepté notre invitation, magistrat honoraire et délégué national de l'UDA. Moi j'ai une question, Philippe David. Est-ce que le droguer au gâteau palmito de Philippe Bilger, c'est grave ou pas? Tant que vous en mangez pas 12 paquets par jour, ça va, mais c'est surtout pour votre ligue et votre bilan sanguin. Philippe Bilger. Non, ma ligne. Il n'y a plus de ligne, c'est une courbe. Vous avez le corps d'Alain Delon dans la piscine, Philippe Bilger. C'est ça, avec les formes autour. Allez, Emmanuel, on reste avec vous, bien entendu, pour le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Et oui, oh là là, comme vous dites. Et on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoeur, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et ce qui est bien avec les vraies voix, c'est que le débat continue hors antenne. C'est-à-dire que les uns essayent toujours de trouver des solutions pour les autres. Ça fonctionne pas. En tout cas, avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger, avec René Chiche et avec Virginie Calmels, c'est Philippe David, bien entendu. Ah oui. Jusqu'à 19h et notre Emmanuel de Suresnes, parce qu'il est très bon, Emmanuel. Emmanuel, vous êtes là? Oui, alors on est parti pour le qui c'est qui l'a pas dit. Il est marrant, lui. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a pas dit? Ça serait drôle, j'en tiens. Ah bah, c'est tout le monde sauf un. Allez, qui c'est qui l'a dit? Un point. On démarre très doucement. Hein. Écoutez bien, Emmanuel. Je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre. Ah bah, Emmanuel. Barnier. Oui. Bonne réponse. Oh, Voilà. je me dis, on va commencer sympa. C'est une mise en jambe, c'est tout doux. C'est tout doux. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il ne faut pas tout pardonner. On ne peut pas tout pardonner. Emmanuel. C'est pas moi. Avec une voix de femme. Oui, c'est une femme. Ouais. Sandrine Rousseau. Non. Qui a été surnommée la Madone dans un livre. Ségolène. Bonne réponse, Ségolène Royal. Ah bah oui, c'est Ségolène. Alors. 3 points pour vous, Philippe Bilger. Ah, je Question. Qui Ça c'est tombe qui bien. l'a dit? 3 points. Emmanuel Macron se targuait de la Startup Nation qui est devenue la Tax-Up Nation. Emmanuel. Ça c'est Bardella. Non. Lavalette. La Valette. Bonne réponse. Laure Lavalette. Laure Lavalette, oui. Député RN. Qui c'est qui l'a dit à 1 point, Emmanuel? Attention. Oui. Plus qu'une simple lutte, c'est une guerre sans pitié que nous voulons livrer aux délinquants. Retailleau. Bonne réponse de Emmanuel. On me le prend à chaque fois. Qui c'est qui l'a dit? 1 point. Si je n'avais pas fait cette alliance, j'aurais conservé mon poste. Emmanuel. Retailleau encore. Non. Roussel. Bonne réponse de Virginie Calmels qui ouvre Fabien. son compteur. C'est tous les chouchous de Philippe Bilger. Ah oui, absolument, c'est fil. C'est fou. J'attends à table. Emmanuel, qui c'est qui l'a dit? Attention, celui-là vaut 3 points. Qui c'est qui l'a dit au député RN dans l'hémicycle? Vous étiez parti à la buvette manger des gâteaux. Collègues, c'est quoi ce délire? Manger ou voter, il faut choisir. Oh, alors là. C'est un député, évidemment. Oui, Oui, d'accord. bien sûr. Je sais pas. LFI. LFI, ouais. Coquerel. Non. Non. Panneau. Non, on le cite pas souvent. Il a le Panneau, même. Boyer, Léoman. Non. Son Léon prénom c'est Auta- David. David Guiraud. Il était plus rapide. Il a dit Guiraud. Indiscutable. David Guiraud. Prenez exemple. Ouais, très fort. Qui c'est qui l'a dit? 2 points sur les chants homophobes dans les stades. Les matchs seront arrêtés et perdus pour l'équipe qui reçoit. Emmanuel. Le ministre des Sports, je suppose, non? Oui, c'est ça. Oui. Bonne réponse. Gilles Gilles Averrousse. Averrousse. 2 points pour Emmanuel, très bien. Ils vont tellement vite ces ministres qu'on ne sait même pas leur nom. Qui l'a dit à 3 poinins? Oui, mais après. Qui c'est qui l'a dit à 3 Je ne pouvais pas points? le dire en même temps que lui. Il ne faut pas revenir sur la dernière réforme des retraites. Elle ne suffira pas à équilibrer nos régimes dans la durée. Ce n'est pas un politique, Emmanuel. C'est un Président. syndicat. C'est un président. Je sais. Attendez. Oui, si, je sais. Patrick Martin. En J'ai dit que- Martin. Je me Virginie suis pas Calmels. fait avoir, j'ai pas mis le Virginie prénom. Calmels, 3 points. Petite. Oui, J'ai pas mis le prénom la dernière fois. Allez, la dernière, écoutez bien, à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? La question, c'est que souhaite LFI après avoir fait de l'obstruction parlementaire. Aujourd'hui, LFI fait du refus d'obstacle, refus de débattre au Parlement. LFI n'a qu'une obsession, faire tomber le gouvernement. c'est un ministre et un ministre important. Oui, alors, c'est pas Retailleau, ça. Non. C'est Barrault. Bonne réponse de René Chiche. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires Ça fait 2 étrangères. points en mieux. Alors. René. René Chiche, 8. Virginie Calmels, 5. Emmanuel, 4. Philippe Bilger, 3. Bravo. Champion René. Regardez la tête de Philippe Gibet. L'absurdité du Je total. peux faire une remarque? Permettez, je crois qu'il faudrait faire des tests de substances dans les vraies voix. Oui, c'est ça. Pourquoi vous ne me regardez pas quand on dit que ça? Au palmito. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Vous étiez un formidable auditeur. C'était très bon. Ouais. Très bon. Oui, très bon. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi?
Philippe. Et Emmanuel, vous allez faire quoi ce week-end ? Eh ben, écoutez, j'ai quasiment commencé mon week-end. Je suis j'étais pas sur Rennes aujourd'hui. J'étais dans l'Auxois, dans ma campagne bourguignonne. Ah oui. Eh ben, écoutez, bon jardinage. On vous embrasse. Merci beaucoup et à très vite. Dans un instant, le journal, la météo, importante pour revenir sur les sinistrés, bien entendu, et le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, écoutez, je vais pousser un coup de gueule contre le racisme. Eh bien, très bien. Écoutez, ça, c'est une bonne chose. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour cette dernière journée des vraies voix, en tout cas de cette semaine, Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmels et René Chiche, et vous au 0826 300 300. Et vous l'avez certainement entendu dans les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, puisque la Guadeloupe, pour l'instant, à cause de 12 moteurs de la centrale Jarry qui se sont arrêtés, près de 380 000 habitants se sont retrouvés privés de courant. On va en parler tout de suite en direct avec Olivier Servat, qui est député et porte-parole du groupe Lyot. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à Sud Radio. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, on aimerait savoir où en est la situation pour l'instant. Est-ce que l'électricité est revenue ? Est-ce qu'il y a des négociations en cours entre la CGT, j'imagine, et la direction locale d'EDF ? Mais écoutez, aujourd'hui c'est toujours le blackout. Pendant encore au moins 3 heures, j'ai eu la directrice d'EDF Guadeloupe, j'ai eu le préfet. La situation est extrêmement tendue. C'est vrai qu'il y a une grève avec des parties des employés d'EDF PEI depuis plus de mois. Et je trouve que cette action, je dirais très agressive, quasiment qui sème la terreur, donc terroriste, est inacceptable. Aujourd'hui, tout les secteurs d'activité sont touchés, y compris les secteurs prioritaires. Pour l'instant, les groupes électrogènes du CHU et des cliniques tiennent, mais je n'ose espérer si d'aventure il y a une défaillance des groupes électrogènes de ce secteur prioritaire, parce que derrière, il y a des malades, des personnes en réanimation, etc. Oui. C'est irresponsable. Monsieur le député, vous avez dit une action terroriste, selon vous ? Oui, c'est salariés grévistes. Peut-être un peu excessif. Ils sont pas... Non, pour moi, c'est pas excessif. Ils sèment la terreur en Guadeloupe. Ils prennent en otage des Guadeloupéens. Je veux dire, ça n'arriverait nulle part ailleurs, ça. Cette affaire-là, en France hexagonale, que c'est pas le premier délestage. On a eu des délestages où vous avez 20 000, 10 000, 30 000, 40 000 personnes qui sont privées d'électricité régulièrement. Pourquoi, en fait, Parce que ces personnes-là, elles ont le droit de grève. Moi, je défends le droit de grève, et bien évidemment. Et si elles ont droit à des choses, il faut qu'on le leur donne. Il faut que EDF, la direction, négocie, que le préfet, il a réquisitionné aujourd'hui, tant mieux. Peut-être qu'on aurait dû faire ça plus tôt, parce que ça fait un mois que ça dure. Mais enfin, on ne peut pas prendre en otage toute une population, parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a un calcul de congé payé qui devrait se faire sur des jours et pas sur des heures, alors même que peut-être que la Cour de cassation aurait dit que c'est plus avantageux. Bref, tout ceci, c'est un conflit en privé. Et ça ne devrait pas avoir des incidences sur toute la Guadeloupe. Donc c'est scandaleux. C'est une façon de créer de la terreur. Donc ce sont des actions terroristes. Alors, voilà. Monsieur le député, qu'est-ce qu'il faudrait faire immédiatement, à votre avis, pour résoudre le problème ? Il faut que ce conflit privé entre son employeur et ses employés, il se règle en privé sans incidence sur la population. Le préfet aujourd'hui a fait un communiqué, je l'ai eu tout à l'heure, pour me dire qu'il réquisitionne les salariés grévistes. Il n'avait pas encore fait. Maintenant, il faut que tout ce beau monde se mette autour de la table de nouveau, parce que ça fait un mois que ça dure, qu'ils tombent d'accord, enfin, et qu'ils ne nous prennent pas en otage nos populations guadeloupéennes dans leur histoire privée. C'est ça que qui doit être fait. Voilà, on ne veut pas que la population soit prise en otage. Et je rappelle que beaucoup d'entre eux touchent entre 4 et 7 000 euros. Vous voyez, ils ne sont pas les pires, ils ne sont pas les plus malheureux, je dirais, des agents EDF. Donc c'est inacceptable. Voilà ce que je dis. Pour l'instant, quelles sont les incidences sur place ? J'imagine pas mal de dégâts, pas mal de... Enfin, j'imagine toute la partie alimentation, tout ça, pour l'instant, on en est où ? Non, mais on en est au fait que, tenez-vous bien madame, c'est qu'il n'y a pas d'électricité en Guadeloupe. C'est-à-dire que tout ce qui est... mais ça veut dire que quoi ? Les hôpitaux, enfin tout ça, enfin, c'est ça qu'on voudrait savoir en fait. Les urgences, on en est où ? Ils ont des groupes électrogènes, ça c'est obligatoire. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que
la population n'a pas d'électricité, c'est-à-dire que mes téléphones portables, réfrigérateurs, etc., ça n'existe pas. Ordinateur, on ne peut pas bosser, donc les entreprises sont à l'arrêt. Et pour les secteurs prioritaires, pour l'instant, les groupes électrogènes fonctionnent. Et je disais tout à l'heure que si d'aventure ils prennent panne, je n'ose espérer, il n'y a pas de recours. Je veux dire, j'ai eu la si on n'a pas de téléphone, on ne peut pas téléphoner aux urgences, c'est ça que je veux vous dire. Par exemple, et si le groupe électrogène, là où il y a des gens en réanimation aujourd'hui, tombe en panne, les gens ils meurent. C'est ça la réalité, vous voyez. Donc c'est quelque chose de scandaleux. Merci beaucoup. En tout cas, on reviendra vers vous forcément pour obtenir un peu plus d'informations. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Olivier Servat, député et porte-parole du groupe Lyot. Merci et on revient sur cette coupure d'électricité dans toute la Guadeloupe. Vous restez avec nous. On fait un point dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Et je vais pousser un gros coup de gueule contre le racisme. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Comme c'est un plaisir tous les jours de vous accueillir chez nous et comme on est content d'être accueillis chez vous en échange avec Philippe Bilger, mon cher Philippe Bilger. Ah, je suis ravi. Dudu, mon petit chat, il n'aurait pas un petit rhume, hein? Il a un petit rhume, mais qui s'éteint doucement. J'ai essayé de le passer à René Chic, mais ça va pas mal. Et moi-même, je essayé de le repasser à Dominique Albel. Oui, c'est ça. Ah, non, merci. Voilà. Non, c'est gentil. Surtout pas un vendredi, vous êtes gentil, merci beaucoup. Non, c'est la souche Sud Radio, alors là, on va... Et il y en a un qui râle, il veut râler, donc on va le laisser râler. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, au milieu d'un village où trône un beffroi, puisque nous prenons la direction du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi le Nord-Pas-de-Calais? Parce que la gagnante du concours de Miss Nord-Pas-de-Calais, qui sera donc de facto candidate au concours Miss France, s'appelle Saba Haïb, et que depuis son élection, elle est victime d'un tombereau d'insultes racistes sur les dépotoirs à ciel ouvert que peuvent devenir les réseaux sociaux. Pourtant, Saba n'a rien à se reprocher, elle a 18 ans, elle est étudiante en seconde année de licence en droit, tout le monde n'a pas le même parcours, et a eu la chance, outre d'être dotée d'une intelligence probablement supérieure à la moyenne, d'une beauté sublime. Saba est née en France, de parents français, avec des origines algériennes et marocaines, et est donc autant française qu'une Miss Bourgogne qui serait mi-bourguignonne, mi-berrichonne. Rappelons à ceux qui postent leurs injures à Saba qu'être français n'est ni une race ni une religion. Je me rappellerai au même qu'à mon époque, lors de la conscription, j'ai croisé dans mon escadron des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques et des Dom-Tom venus des 3 océans, des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des athées, et que j'avais beaucoup plus de respect, et que j'ai encore beaucoup plus de respect pour ceux venus parfois du bout du monde et naturalisés qui faisaient leur service militaire, que pour les Dupont et Durand qui jouaient les débiles lors des 3 jours pour se faire réformer. Il est un peu facile pour les mêmes de dire que des personnes de certaines origines ne veulent pas s'intégrer en France, ce qui est vrai pour certains, quand dans le même temps on rejette même celles dans ce cas précis, qui sont intégrées, voire même assimilées. On ne peut pas hurler sur les filles d'origine maghrébine qui portent le voile et dans le même temps traîner dans la boue une fille d'origine maghrébine qui va passer en maillot de bain devant des millions de téléspectateurs. Alors soutien à Saba Haïb et je fais mon coming out en reconnaissant que comme tous les ans, je ne regarderai pas le concours de Miss France le 14 décembre prochain, mais que je ne raterai pas dimanche 22 types en short avec du poil aux pattes qui courent après un ballon pour OM PSG. Saba est une reine et je la défends. Oh, voilà, c'est joli, c'est très joli. Virginie Calmels, je trouvais que ce coup de gueule, forcément, pour quelqu'un qui a travaillé à la télévision et qui connaît le monde des Miss France, qui est censé être un monde plutôt élégant, fleuri, de voir ça, on se dit que... En fait, c'est ce que il n'y a pas que les Miss France, c'est globalement le problème. Philippe vient de dire une poubelle à ciel ouvert des réseaux sociaux. En fait, j'ai dit dépotoir. Oh, pardon, j'ai entendu poubelle, mais c'était dépotoir. C'est plus grand. Et effectivement, le sujet, il est là. Finalement, que ce soit une Miss France ou n'importe qui d'autre, aujourd'hui, on sent que c'est sans limite. C'est-à-dire qu'il y a un déversement de haine, d'accusations, de méchanceté, de violence, sans aucune limite.
limite. Et ça, c'est pas la première fois qu'on en parlera. Alors c'est vrai que les Miss, en plus, il y a la jalousie. Ça, c'est très français, pardon de le souligner, mais on a une espèce de jalousie qui est quand même quelque chose qui divise vraiment les gens. Je pense qu'il n'y a rien de pire que la jalousie. Il y a des gens plus beaux, plus intelligents, plus riches, plus formidables que nous-mêmes. Et honnêtement, ça valorise tout le monde. Pas, hein. Et ce côté vraiment franchouillard de détester par jalousie des personnes, et effectivement, je ne connais pas cette personne-là, mais j'imagine qu'elle est assez belle et que ça dérange probablement un certain nombre de gens haineux parce qu'elle est belle ou parce qu'elle va gagner plutôt qu'une autre qui a les faveurs de je ne sais qui. Donc c'est malheureusement, je dirais, de ce siècle. Voilà, on est dans la haine et dans la jalousie. C'est-à-dire, ma chère Virginie, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce déversement de haine, il vient depuis l'apparition des réseaux sociaux. Parce qu'avant, l'élection de Miss France, c'est quand même dans un climat beaucoup plus convivial. Enfin, les gens le disaient chez eux, ça n'empêchait pas de... mais justement, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui faisaient justement oui, mais le principe, c'est d'arrêter de le dire tout simplement. Oui, non, mais là... Qu'il y a un écho ou pas. Là, sur les réseaux sociaux, surtout, qu'on l'attaque, etc. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois, il y a un an ou deux. Non, bien sûr. Il y a eu des Miss France qui étaient noires ou qui étaient juives, qui ont été... Mais non, mais attendez, cette année, souvenez-vous, le tombereau d'insultes parce qu'elle avait les cheveux courts. Cette année. Non, mais bien sûr. En fait, c'est le mélange de beauté et d'origine algérienne. Et marocaine. Marocaine, pardon. Les gens n'admettent pas, c'est encore plus dur de la part des jaloux, Virginie, à tolérer que des gens qu'ils considèrent à discriminer soient d'une esthétique qui les dépasse. En tout cas, on gardera votre mot, Philippe Bilger. Saba est une reine. Je trouve ça magnifique. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table. De l'actualité. À propos de Michel Blanc, l'ignominie de ce Rocco Siffredi qui a osé dire qu'il avait fait à 20 ans des partouzes avec Michel Blanc et un autre acteur, c'est scandaleux. Ça aurait fait trop plaisir à Philippe David. Non, ça ne mérite même pas d'être relaté. Je parle d'une tragédie. Un jeune juif et homosexuel, Dan lui-même l'évoque, il parle d'une double peine, a fait l'objet d'une tentative de viol à Pantin de la part de deux jeunes gens sous OQTF, dont l'un évidemment a tenté de commettre ce crime sur lui, et c'est une horreur. Il a dit c'est en effet, pardon de me répéter, c'est la double peine, c'est invraisemblable. Ils ont été arrêtés, je crois. J'espère. Et c'est tout de même, ça se passe, ça devient presque ordinaire, on s'indigne, et puis c'est comme ça. Et ça disparaît, voilà, c'est ça. Et on ne garde que très peu de choses. Avec vous, René Chiche. Avec vous, je réagis sur Philippe. Bien sûr. Sur Philippe, sur les propos de Philippe, je veux dire. Donc, non, mais c'est affreux. En plus, ce sont deux jeunes qui ont 16 et 19 ans. Deux jeunes d'origine algérienne, je crois, etc. C'est affreux. Et, mais en plus, on a l'impression que ce genre de faits divers se répètent tous les jours. Exactement, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. D'ailleurs, on a entendu le témoignage de ce jeune Dan là. Effectivement, le pauvre, alors à la fois victime d'un acte antisémite et d'un acte homophobe. Alors vraiment, non, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Je trouve que c'est terrible. Ça donne un climat en plus. Terrible. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'on est totalement en décadence. C'est-à-dire que là, l'horreur devient le quotidien. C'est-à-dire que ce n'est plus un événement où tout le monde serait ému. C'est quotidien. Aujourd'hui, franchement, tous les jours, vous avez quelque chose qui frôle l'horreur. On avait des obsèques tout à l'heure de la jeune fille qui a été donc retrouvée un an plus tard. La petite Lina, exactement. Mais je veux dire, c'est tout le temps. Sûr. Donc là, il y en a ras-le-bol. Et moi qui suis plutôt, alors je l'ai dénoncé à ce micro plusieurs fois, assez hostile à une politique trop laxiste par la justice, je me dis que ça ne suffit même plus
aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut que ce soit plus répressif, mais j'ai le sentiment qu'on a un autre problème bien plus en amont, qui est la distinction entre le bien et le mal. On a l'impression, alors peut-être par crise de la spiritualité, du religieux, de certaines conceptions de valeurs, on a l'impression qu'on a une classe d'âge qui ignore la différence entre le bien et le mal. Du coup, tout est autorisé. Ça passe par l'éducation. C'est René Chiche. C'est une petite phrase. Ce pauvre Dan a eu la chance, entre guillemets, d'être secouru par des gens. Ça montre que parfois il y a des gens qui osent intervenir. Donc ils sont intervenus, ça lui a évité le pire. Le pire. Enfin bon. Pendant que vous êtes là, René Chiche. C'est très léger. Non mais vive les vieux du showbiz. Absolument. C'est pas pour parler je suis tellement d'accord avec vous. De qui? Pourquoi je regarde Philippe Bilger? Non, mais je plaisante, Philippe, je plaisante. Mais pas du tout. Non, parce que hier, figurez-vous que j'ai passé un moment très agréable avec Françoise Fabian. Oui. Ah, ben elle est très belle. Qui est magnifique, 91 ans, et qui sort son deuxième disque pour une interview, quoi. Oui. Et vous avez devant vous une femme d'abord super, 91 ans, qui est super active, donc qui sort son deuxième disque, qui va être bientôt à l'affiche prochainement du nouveau film de Claude Lelouch, qui lui-même a 87 ans. Très bon film, entre parenthèses, superbe, je vous le conseille. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, celui-là est très bien, Philippe, je vous assure. Moi aussi, je suis comme vous. Allez. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de super seniors qui sont comme ça en pleine activité. Je pense par exemple à Hugo Frey, qui continue une tournée hallucinante à 96 ou 95 ans. 94. Voilà, vous avez raison, Philippe. Pierre Richard, qui va prendre une tournée avec un one-man show à 90 ans. Voilà. Lynn Renaud, qui vient de terminer un téléfilm qui s'appelle Résistante dans les années 40 pour France 2. Vous allez avoir le 30 octobre la sortie du super nouveau film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, qui a 92 ans, 80, je sais plus combien. Donc il y a tout comme ça une génération. Une génération. Mais même dans le business, à côté de je parlais un peu de showbiz, même dans le business, Jacques Séguéla continue toujours, quand même, d'aller au bureau, de conseiller entre autres aussi Vincent Bolloré, mais aussi de s'activer pour son agence. Vous avez ici Claude Pardriel, le patron de l'Obs, de Challenge, qui a 96 ans, continue aussi à s'occuper à faire du tennis. Vous voyez, comme quoi, non, parce que je pensais à tous ces jeunes qui, durant la fameuse réforme des retraites, ne pensaient qu'à leur retraite, et est-ce qu'ils vont avoir l'âge, alors qu'il y a des, bien sûr, ces gens sont des super privilégiés, mais ils ont quand même réussi leur vie. Ils ont fait des choses dans leur vie, c'est pour ça. Ils continuent à s'investir. Et moi, je voulais rendre un coup de chapeau. Artiste, je tiens à le dire quand même, parce que moi je les ai côtoyés. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'on ne sait jamais si demain on va travailler. En plus, et justement, et on pense aussi, pour terminer, à d'autres seniors qui ont quasiment fini sur scène. On parlait d'Aznavour, du film d'Aznavour, 94 ans. 3 semaines avant sa mort, il donnait un concert. Michel Bouquet, 1 an avant, il était sur scène pour le Tartuffe. Judith Magre est encore en activité, 97 ans. Il y a toute une pléiade comme ça, parce qu'on parle tellement de jeunisme aujourd'hui, de jeunes et de jeunes humoristes et de jeunes acteurs. Mais il y a toute une pléiade de seniors qu'il faut saluer, et c'était mon coup de cœur du vendredi. Et vous avez oublié les 98 ans de Cécile de Ménibus, quand même. Absolument. François Fabian ne vous a pas proposé un remake Ma Nuit chez René? Non, vous emballez pas. Allez, mettez-moi un carré blanc, ça commence à partir en vrille. Allez, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes le vendredi combien? 25 octobre. 25 octobre, oui. J'en profite pour fêter l'anniversaire de Laurie Choleva, qu'on aime beaucoup. La petite Laurie Choleva de Canal+, Madame Cinéma au Canal+. Souvent dans des projections. Oui, exactement. Charmante, bien élevée, gentille, intelligente. Elle a tout pour plaire. On dirait moi, c'est fou. Non, ça va, je déconne. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, René Chiche, Virginie Calmels et bien sûr avec Philippe David et le tour de table de l'actu de notre Virginie, la vice-présidente de l'Assemblée nationale au NFP. Oui, alors déjà, dans une émission à ce micro il y a quelques semaines, j'étais émue du fait, vous vous rappelez que le 9 octobre, à cause de bisbilles entre messieurs Attal et Wauquiez, on avait confié la commission des affaires économiques à un NFP. Aurélie Trouvé. Exactement. Une NFP. Et bien là, attention, la vice-présidence de l'Assemblée nationale qui a atterri dans le giron d'Europe Écologie Les Verts. Absolument. Jérémy Jordanov. Alors là, pardon,
mais moi les bras m'en tombent. C'est-à-dire que là on se demande vraiment où on va, et cette politique politicienne minable, parce que là c'est vraiment ça, m'inquiète. On devrait avoir des hommes d'État, on devrait avoir des personnes qui regardent loin, qui pensent au destin du pays. Et là, par des enjeux on avait un deal en juillet mais on l'a plus parce que finalement ils sont rentrés au gouvernement les LR, donc la vice-présidence qui était celle d'Annie Genevard qui devait revenir au LR, finalement elle ne revient plus au LR parce qu'ils ont fait un coup de Trafalgar le 9 octobre et ainsi de suite. Mais les gens s'en fichent de tout ça. Et là, vous vous rendez compte qu'on a quand même... Pardon, mais c'est vraiment pas mon bord politique, mais au-delà de ça, par rapport au débat précédent qu'on a eu, ça va au-delà du problème de bord politique. C'est que c'est des gens, pardon, mais le NFP, je rappelle, là, on a un Frédéric Maillot, député, qui vient de nous faire une tirade sur le fait qu'on pouvait plus employer le mot noir, ni travail au noir, ni... Enfin, c'est grotesque. On a, je sais pas si vous l'avez entendu, Thomas Guénolé. Non, mais il n'est pas député. Oui, mais ex-insoumis quand même, qui nous explique qu'il faut raser le Sacré-Cœur. On a Hugo Prévost qui donc a été accusé de très graves... Qui a démissionné de son poste de député. Absolument, mais pour des faits très graves, sexuels. On a donc le fameux Andy Kerbat, là, dont on vient de parler, qui a été pris en flagrant délit d'achat auprès d'un dealer de 14 ans. On a Émeric Caron qui nous propose la baisse de la TVA sur les croquettes pour les chats et les chiens. Donc vous vous rendez compte qu'en fait ce groupe-là, qui pardon mais fait pas honneur à la France, vient de récupérer la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Dans un espèce de silence assourdissant, où on a l'impression que finalement, c'est pas si grave. Moi, j'avais envie de dire que c'est gravissime et que je suis très inquiète, moi qui suis une optimiste, pour l'avenir de notre pays. Merci. Je vous rejoins d'autant plus que j'ai fait un billet là-dessus. Allez, merci beaucoup, puisqu'on a très peu de temps. Allez, merci beaucoup Virginie Calmels. L'Info Plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le sud-est de la France se prépare à de nouvelles intempéries. 3 départements en vigilance orange ce soir, le Var, le Gard, les Alpes-Maritimes, avec certaines communes déjà sinistrées, en particulier celle de Vidauban dans le Var. Regarde le truc dessous. C'est une rivière. Il y a du courant et tout, quoi. L'équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures, on l'entend sur cette vidéo de Didier d'Ambreville, 119 mm en 1 heure, et même Var Matin nous apprend que la commune a battu le record national historique de précipitation à la demi-heure, c'est-à-dire plus de 103 mm entre 5h02 et 5h32, record de 1982 battu du jamais vu. Résultat, un cours d'eau qui déborde, des maisons inondées, un accueil de loisirs évacué. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur de cabinet du maire de Vidauban. Bonsoir Stéphane Binsmen. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Quelle est la situation ce soir sur la commune à l'heure où l'on se parle? Combien de sinistrés? Quels sont les dégâts? Alors les dégâts, ils sont principalement sur une voie en direction de Saint-Tropez. Depuis ce matin, route qui a été coupée avec un pont endommagé. On a quelques sinistrés sur des maisons individuelles qui ont été évacuées. Et globalement, ça va mieux puisque toute la journée, il a très peu plu. En revanche, on s'attend au pire puisque ce soir et surtout cette nuit et demain matin, on attend le double de précipitations de la veille. Alors, quelles sont les mesures qui ont été mises en place? Comment on s'y prépare, si tant est qu'on puisse s'y préparer? Quelle est la situation pour vous et pour les habitants ce soir? On a activé bien évidemment le plan de sauvegarde, on était prêt puisqu'on était en alerte. On a activé ce plan à 6h du matin ce matin qui consiste à mettre en place un certain nombre d'accueils pour accueillir les personnes en situation de compliquée, principalement administrativement d'une part. D'autre part, on a un accueil au niveau des personnes qui sont complètement les pieds dans l'eau. Et puis on a les services techniques qui sont donc sur le devant de la Seine à évacuer les rues, les routes, essayer d'évacuer les fossés également ou les véhicules qui sont dangereux pour la circulation. Est-ce on imagine qu'il y a un élan de solidarité aussi peut-être des communes limitrophes? Mais disons que les communes limitrophes sont également touchées, donc chacun essaye de gérer malheureusement ses administrés et sa commune. En revanche, on a effectivement un élan de solidarité des administrés non touchés pour les administrés touchés, et on a beaucoup de personnes qui témoignent, sont capables d'accueillir des gens chez elles, etc. Merci beaucoup Stéphane Binsmen d'avoir été avec nous, directeur du cabinet du maire de Vidauban dans le Var, et bien entendu on pense bien à toutes ces personnes qui sont en situation très compliquée aujourd'hui. Merci mille fois, et bien sûr notre antenne est ouverte si vous avez besoin de nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Merci Félix Mathieu. Les
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec quoi? Vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Virginie Calmels et René Chiche. Et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est le Hezbollah qui a entraîné le Liban dans cette guerre en le précipitant dans le chaos, en décidant, après le 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, de faire pleuvoir le feu de ses roquettes sur Israël. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir du terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, dans l'intérêt du Liban, qui est un pays cher à la France, dans l'intérêt d'Israël, c'est qu'un cessez-le-feu puisse intervenir immédiatement. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Nous avons rassemblé collectivement 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Et l'inquiétude monte au Liban. Le ministre des Affaires étrangères craint une guerre civile alors que les frappes israéliennes se poursuivent. Le Liban peut-il encore éviter le pire? Alors parlons vrai. Est-ce le commencement de la fin pour ce qui était la Suisse du Proche-Orient? Peut-on trouver une solution politique pour sauver le pays d'un nouveau désastre? Et à cette question, craignez-vous une nouvelle guerre civile au Liban? Vous répondez oui à 62%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité François Constantini est avec nous, ancien enseignant associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur du livre Le Liban, Histoire et Destin d'une exception, publié chez Perspective Libre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. J'avais des proches qui me parlaient d'un Liban paradisiaque il y a très très longtemps et malheureusement depuis quelque temps on est complètement imprégné par un pessimisme absolu à l'égard de ce pays. Et le hasard fait que j'ai lu récemment dans Valeurs Actuelles un entretien mené par Éric Revel avec quelqu'un qui connaît bien le Liban et il indiquait qu'en réalité rien ne pourrait se régler parce que le Hezbollah continuerait à être payé par l'Iran et qu'il ne fallait pas, comment dirais-je, imaginer qu'une solution de tranquillité pouvait s'instaurer dans ce pays. Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc mes pronostics peuvent s'avérer faux, hein, mais il me semble tout de même qu'on est enclin à une sorte de pessimisme. Virginie Calmels. Oui, je partage malheureusement le constat que vient de faire Philippe Bilger, d'autant plus qu'on sent que la critique face au Hezbollah ne veut pas dire non plus soutien à Israël. Donc c'est quand même une question qui est extrêmement clivante, qui partage totalement la population. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ce pays qui a été effectivement magnifique et qui est devenu ce que l'on voit aujourd'hui, eh bien que la France ne prenne pas à certains moments le chemin du Liban. On n'en est pas là, mais quand même, il y a besoin d'un réveil, d'un sursaut pour ne pas un jour se dire que finalement on avait un exemple tout près de nous qui s'appelait le Liban. René Chiche. Non mais parlons vrai, le problème au Liban, c'est le Hezbollah. Il y a 30% de chiites au Liban. Tous ne sont pas favorables au Hezbollah, hein. Il serait bien maintenant que les Libanais, la société libanaise qui malheureusement, en plus la société politique libanaise est tellement corrompue que c'est un autre problème, ça serait bien que les Libanais se prennent un peu en main et, je vais employer un mot un peu violent, évacue ce Hezbollah qui, je vous signale, le Hezbollah en 1989, vous vous souvenez, il y a eu les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre civile qui a eu lieu entre 75 et 88 à peu près au Liban. Le Hezbollah n'a pas respecté ces accords. C'est déjà une première chose. Tous les mouvements armés devaient être démilitarisés. Le Hezbollah a été le seul à ne pas le faire. Et je vous signale aussi qu'en 2006, lorsqu'il y a eu un accord entre Israël et le Hezbollah lors du fameux conflit, eh bien, le Hezbollah devait reculer de 20 km au-delà du fleuve Litanie. Eh bien, ils l'ont fait pendant 2 jours. 2 jours après, ils sont revenus à leur position, en bénéficiant d'ailleurs, je termine, du soutien, c'est l'un des problèmes actuels, du soutien non avoué de la FINUL, car une grande majorité des soldats du FINUL sont des gens corrompus malheureusement.
La FIDUL, c'est la force d'interposition des Nations Unies au Liban. Et ça n'est pas assez dit. Donc le problème, c'est le Hezbollah. François Costantini, vous êtes ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Livre. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Virginie Calmels, qui parlait de la France. Quel rôle, est-ce que la France joue encore un rôle au Liban? Oui, un rôle de collecteur de fonds au bénéfice de la classe politique corrompue. Oui, bravo. D'accord, directement. Mais est-ce qu'il peut y avoir une solution politique au Liban? Parce qu'on a l'impression, je crois que la guerre civile, la première démarre en 75, ça s'amplifie en 82. On commémorait avant-hier la mort de 58 parachutistes français à Beyrouth. On a l'impression que depuis 49 ans, 50 ans, ce pays va de Caribe dans Scylla. Est-ce qu'il pourrait y avoir une solution? Le problème, c'est aujourd'hui, comme l'a dit M. Chiche, c'est que le Hezbollah a enquisté l'État libanais, en général. Il est le parasite de l'État libanais parce que il n'y a pas seulement les combattants du Hezbollah, il n'y a pas seulement les missiles. Il faut savoir qu'avec l'alliance, notamment d'une partie de la classe politique chrétienne corrompue, notamment le clan de Michel Aoun et son gendre de Jebran Bati, ils ont donné notamment les clés du Liban aux postes stratégiques, des postes stratégiques au Hezbollah. Exemple, le directeur général de la sûreté du Liban, qui va être remplacé Abbas Ibrahim, est un homme du Hezbollah. C'était lui qui était là au moment de l'explosion du port de Beyrouth. D'où le fait qu'on empêche les juges courageux, Tarek Mitri, d'enquêter. Le Hezbollah est présent partout au niveau de la justice, de l'armée, des services de renseignement, des services de sécurité. Il y a partout une pratique de l'intimidation, les assassinats. Plusieurs militants des forces libérales ont été assassinés. Y compris, vous avez vu les chiffres qui sont battus de Hezbollah, mais c'est un journaliste et écrivain courageux a été retrouvé mort il y a quelques années, notamment au Liban Sud, savoir ce que c'est que le Hezbollah, sans compter également le trafic massif de drogue qui se fournit, le Captagon, avec le régime syrien. Donc le problème, en effet, c'est pas un accord politique. Le problème, vous ne pouvez pas faire un accord politique quand vous avez à votre table notamment des représentants de l'islamisme qui utilisent l'assassinat, le terrorisme, etc. Le problème, c'est d'espoir le sortir de la table. Et là, le peuple libanais n'a pas les clés pour sortir le Hezbollah. Je rappelle que il y a 3 forces armées, enfin 2 pseudo-forces armées et une force armée réelle au Liban. Les 2 pseudo-forces armées sont la FINUL 2, en effet, qui aujourd'hui fait partie en effet d'agences de fléchage du Hezbollah. On peut parler de façon un peu triviale, puisqu'elle ne relève jamais notamment les infractions du Hezbollah. Elle parle des violations aériennes. On vous entend pas très bien, François Constantin. Elle parle de l'espace aérien libanais violé par les Israéliens, mais elle ne parle pas notamment du Hezbollah qui ne respecte pas la résolution 1701. Je rappelle, je suppose que le Hezbollah se retrouve en deçà du peuple italien. Et l'armée libanaise, qui est une armée en fait de maintien de l'ordre, mais le Hezbollah, qui est par contre une super armée, une force régionale qui a une pleine puissance aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi quand même. Elle est une des forces qui maintient au pouvoir le clan Assad en Syrie. Imaginez-vous donc la puissance du Hezbollah aujourd'hui. François Constantini, ça veut dire que le milliard là dont parlait le ministre, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de flécher cet argent. On ne sait pas comment ça va être utilisé. C'est-à-dire que... Vous savez, il y a eu déjà au plan de l'Union européenne, on s'est aperçu que l'Union européenne, alors la France aussi là, il y avait une grande usine de traitement des eaux au Liban Nord. On vous entend pas. Montez votre micro. Montez votre micro. Il y avait une grande usine de traitement des eaux au Liban Nord qui devait être payée plusieurs dizaines de millions d'euros par l'Union européenne. Cette usine n'existe pas. Ce qu'il faudrait en faire, en fait, c'est de donner directement l'argent, notamment aux institutions. Alors, je pense par exemple à l'œuvre d'Orient, qui joue un rôle remarquable dans le soutien aux chrétiens d'Orient, sachant également aujourd'hui que 90% des écoles privées sont des écoles chrétiennes. Je rappelle qu'également une bonne partie de la jeunesse musulmane y va, et que la coexistence entre chrétiens et musulmans dépend également du fait qu'ils aient fréquenté notamment les mêmes écoles. Je pense qu'il faut directement les donner aux associations. Il faut que rien ne passe par le gouvernement libanais corrompu. Le Premier ministre Mikati, on le sait, est un homme d'affaires qui pèse entre 3 et 4 milliards de dollars liés au régime syrien. Et le symbole de la corruption, c'est Nabi Berri, le président du Parlement, qui lui place des gens un peu partout dans l'État à des emplois fictifs et des emplois de complaisance. Voilà.
Merci beaucoup François Constantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur de ce livre Le Liban, histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Libre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis dans un instant, forcément le rugby, c'est vendredi. Bonsoir Antoine Mazer. Alors c'est le menu du rugby ce soir. C'est de la Pro D2. On va encore se régaler. 8e journée de Pro D2 bien sûr arrive avec toute l'équipe sur Sud Radio. Soyons Angoulême qui reçoit Biarritz. C'est le match de 19h et puis bien sûr après le multiplex à suivre avec toute l'équipe. Mont-de-Marsan qui reçoit Aurillac, Nice qui reçoit Valence-Roman, Aix-en-Provence qui se déplace du côté de Nevers, Brive qui veut se racheter et qui reçoit Dax, Oyonnax qui reçoit Béziers et à 21h avec Dorian Malvezin et Julien Thomas, c'est Agen qui reçoit Colomiers. Et ben voilà, encore une bonne soirée rugby. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci Maxime, n'importe quoi. René Chiche et merci beaucoup. Virginie Calmels. On vous retrouve lundi. On remercie Justine, Aude, Félix avec aussi Maxime et puis Majid pour cette semaine formidable. C'est toute cette équipe en coulisses qu'on ne remercie jamais assez. Même si c'est tous les jours, c'est jamais assez. Merci Philippe David. Merci Cécile de Ménibus. On se retrouve lundi à 17h. Oui, on peut faire ça. Prenons rendez-vous, je le note dans mon agenda. Passez un excellent week-end. Et une pensée bien entendu à tous les sinistrés. Et on est là si vous avez besoin de nous. Passez un bon week-end. Salut, à lundi.